bonsoir. C'est un sujet peut-être un petit peu plus grave que ceux que vous avez entendus précédemment, différent, qui peut peut-être mettre mal à l'aise certains, mais je ne pense pas réellement. Et donc ce soir, moi, je vais apporter quelque chose qui concerne le regard qu'on a face à la maladie, la sienne et celle des autres. Et je vais commencer tout de suite par dire qu'il y a un mot important dont on va parler ce soir, c'est la résilience. Ce n'est pas tout à fait la renaissance. La résilience, ça pourrait s'appliquer à des métaux qui reprennent leur forme après une modification. Par exemple, vous tirez sur un ressort et le ressort se remet en place. C'est ça une forme de résilience. Et au fond, la résilience pour nous, êtres humains, c'est la capacité à revenir dans un état antérieur après un traumatisme, qu'il soit physique ou psychologique. Alors, un psychiatre très connu, dont vous avez peut-être lu certains ouvrages, qui s'appelle Boris Cyrulnik, a remis ce mot à la page. On en parle maintenant dans toutes les discussions concernant les traumatismes et les maladies graves, les attentats. Et la résilience, c'est ça. Et donc la résilience, c'est une autre forme de renaissance si on arrive à surmonter un traumatisme, encore une fois, qu'il soit physique mais aussi psychologique. Et c'est quelque chose qui fait beaucoup réfléchir autour de soi quand on a l'expérience de quelqu'un qui dépasse quelque chose de difficile. On se dit, est-ce que j'aurais pu le faire ? Alors moi, dans mon métier, effectivement, je ne m'occupe pas des choses les plus simples. 80 000 cancers digestifs par an en France, 15 000 cancers du pancréas, dont je suis le dépositaire pour beaucoup d'entre eux, puisque c'est ma grande thématique, c'est là-dessus que je suis connu. La survie à 5 ans de ces cancers est faible, vous le savez, on progresse doucement, mais c'est tout de même évidemment des maladies dont on ne sort pas ni vivant parfois, ni en bon état général. Donc si vous voulez, c'est quelque chose pour lequel on se pose cette question, et pourtant on apporte des choses aux patients et ils nous apportent énormément dans leur résilience à eux. Alors évidemment, la résilience dépend de la nature du traumatisme. Il est des petits traumatismes simples. On joue au football, on se fait une entorse de la cheville, ça nous arrive régulièrement. On rate le match suivant, c'est agaçant, mais c'est une petite résilience. Les traumatismes sont plus lourds quand il y a un divorce, que quelqu'un est parti du couple, quand il y a une maladie grave, qui laisse une séquelle. Et puis on va très très loin dans la résilience qui est parfois impossible quand un enfant se suicide, par exemple, dans une famille. Et ça, tous les psychologues savent qu'un enfant qui reprend la vie que ses parents lui ont donné est quelque chose pour lequel la résilience est extraordinairement difficile, voire impossible. Et pourtant, on doit essayer, s'efforcer, puisqu'on est des êtres humains, avec nos traumatismes, notre peur de la mort, de la souffrance, d'être résilients. La maladie, quand elle arrive, c'est vraiment un bouleversement dans la vie. C'est un bouleversement parce que tous les repères sont perdus, beaucoup d'entre eux en tout cas quand elle est grave. La peur de l'avenir, le fait que le travail, une certaine sécurité disparaissent. Et dès qu'on est parent, moi en tout cas c'est ce que j'ai vécu, le premier de mes 4 enfants, c'est la peur de mourir est arrivée là. Au fond, on n'est pas indispensable, mais il pourrait se retrouver seul et c'est quelque chose qui nous affecte tous les parents, je pense, inconsciemment. C'est un bouleversement grave parce qu'il y a aussi son regard sur la santé qui change. Tiens, moi qui croyais être immortel, j'ai une finitude. Qui d'entre nous, quand il part le matin, pense qu'il peut ne pas être là le soir, qu'on a en fait une banque avec un compte illimité sur tous les sujets jeunes. On peut boire, on peut fumer, on peut faire de la moto, on peut tout faire. Ce n'est pas à moi que ça arrivera. Et je pense que quand on a été malade ou qu'on a eu un traumatisme grave, tout d'un coup, on s'aperçoit qu'on est faillible, que notre corps a une finitude et que finalement, d'être en bonne santé, de se lever le matin, de boire son café, d'aller à son travail, d'embrasser ses enfants et d'avoir un toit, c'est extraordinaire, mais on n'arrive pas à s'en rendre compte tous les jours parce qu'il y a toujours un détail qui va nous embêter, un impôt par-ci, une voiture qui est mal garée par-là, et des tas de petites choses qui nous empoisonnent la vie. Donc ce bouleversement arrive et le regard des autres change également, et ça c'est difficile. C'est-à-dire que tout d'un coup, on apparaît fragile. Je crois que Cécile le disait très bien tout à l'heure, une femme qui a accouché, on la regarde peut-être comme quelqu'un qui n'a plus la même valeur marchande sur le plan du travail. Quelqu'un qui est malade, c'est un petit peu la même chose. Il est touché dans sa fierté, mais lorsqu'il exerce par exemple des responsabilités, il peut très bien être vécu comme affaibli par le regard des autres. 10 ans après la guérison de mon cancer, j'ai un bon ami, qui je ne connais pas dans cette salle, qui à chaque fois que je rentre dans la pièce, dit « Tu veux t'asseoir ?» Voilà. Alors évidemment, après un semi-marathon, c'est toujours mieux de pouvoir s'asseoir, mais je pense que le regard des gens change et il change durablement. Je ne parle pas seulement des assurances qui vous font payer très très longtemps quand vous avez une maladie et pas forcément un cancer, mais également du regard des autres pour lequel vous avez changé,
par lequel vous avez changé. Et ce reflet est parfois un petit peu difficile à vivre. Donc, ce grand bouleversement, il va falloir le dépasser, il va falloir faire confiance à autrui. Parce que la première question qu'on se pose, c'est au fond, la maladie, est-ce le hasard ou est-ce qu'il y a une cause? Les êtres humains détestent les hasards au fond, sauf pour le jeu peut-être. Mais pour le reste, ils aiment comprendre. Je vais donner un exemple simple. Votre voisin, 60 ans, fume comme un sapeur, 3 paquets par jour, il tousse, il crache un peu de sang, il a un cancer du poumon. Ah, bah oui, enfin, il le savait et lui-même parfois dit « Ah, ça devait m'arriver ». On sait que le cancer du col de l'utérus, c'est un virus qui le déclenche le plus souvent. Là, on a une cause et l'être humain est plus à l'aise. Et plus à l'aise même parfois dans l'agressivité. Ah ben il l'a un peu cherché, il n'a pas fait son dépistage, il a fumé. Là, on est encore une fois pas en trop grande difficulté autour de la personne qui est malade et on va pouvoir même peut-être lui envoyer un tout petit peu de regard de culpabilité. Plus difficiles sont les causes moins certaines. La pollution, certains cancers, le téléphone, est-ce que ça donne des tumeurs au cerveau, etc. L'alimentation, les pesticides. Alors, il commence à y avoir des études qui prouvent qu'il y a une toxicité des pesticides qui entraîne un certain nombre de maladies graves. Cela étant, ce qui est très difficile, c'est que ce qui est valable à l'échelle d'une collectivité n'est pas forcément valable à l'échelon individuel. Qui, en contact des pesticides, va faire un cancer? Qui, au contact du tabac, va faire un cancer? On ne le sait pas. Et ça, c'est déjà beaucoup plus difficile quand quelqu'un est dans une population à risque vague et attrape cette maladie. Pourquoi moi? Pourquoi pas lui? Et puis le troisième type de cause, alors là on rentre plus dans l'irrationnel, c'est-à-dire peut-être j'ai fait quelque chose de mal et que Dieu me punit, Dieu l'a voulu. Parfois les causes que moi je trouve irrationnelles, les astres n'étaient pas bien conjugués. Et puis une cause plus difficile, c'est le stress. Ah bah oui, il a fait un cancer ou il a une maladie grave parce qu'il avait un stress. Si tous les gens qui avaient un stress ou des stress avaient des maladies graves, au même rythme et au même moment, ça se saurait. Mais il est vrai que ça tombe sur un sujet qui est peut-être prédisposé à un moment donné où il peut affaiblir son immunité. Mais c'est très difficile d'expliquer ça et de le comprendre et de l'affirmer. Alors évidemment, moi, quand un patient me dit « Docteur, je n'ai jamais fumé, je n'ai jamais bu, je fais de la course à pied, j'ai un cancer », alors la première chose que je lui dis, déjà vous avez 60 ans, vous l'avez peut-être eu 20 ans plus tôt, donc il ne faut pas être complètement pessimiste. Ensuite, vous allez mieux tolérer les traitements, mais ça ne le satisfait pas amplement, bien sûr. Parce qu'on ne maîtrise pas tout. Et parce qu'il y a un article au début de l'année 2015 par deux généticiens très connus, Tomasetti et Fogelstein, qui ont publié dans une grande revue scientifique qui s'appelle Science et qui dit « Les cancers sont tous dus au hasard, ou presque ». Alors ça a été levé de bouclier des épidémiologistes. En gros, ceux qui fument, s'ils ont les bons chromosomes, pas de problème. Et puis ceux qui n'ont pas la chance d'avoir les bons chromosomes, même s'ils mangent bio, ils auront le cancer. C'est heureusement pas aussi simple que ça. Mais tout de même, ils vont très très loin dans l'explication en disant que 80% des cancers seraient dus au hasard génétique, à la loterie complète, avec parfois quelques formes familiales rares. Mais pour le reste, l'environnement compte peu. Évidemment, c'est très contestable parce que la méthodologie de cet article peut être contestée et que pour autant, on ne va pas se mettre tous à boire et fumer demain, en excès en tout cas. Et donc ça, le hasard, c'est encore une fois une des choses les plus difficiles à supporter. Alors après, une fois que la maladie est là, qu'est-ce qu'on peut avoir comme soutien? Et je dirais, qu'est-ce que vous pouvez apporter comme soutien? Parce que c'est un sujet qui n'est pas tellement abordé. On parle beaucoup comment un malade peut se défendre face à son agression. Quelles sont les recettes, les pistes? Alors des bouquins sur ce qu'il faut manger comme tomates, comme on se bat à coups de grands patrons qui va dire que c'est les tomates cuites, les autres les tomates crues, pour prévenir, pour guérir. Bon, je ne rentre pas dans cette discussion qui me paraît spécieuse et surtout commerciale, mais réellement, je pense qu'on peut se poser la question de soutenir quelqu'un qui est malade et on en a tous autour de soi. Une maladie peut être aiguë, très brutale, un accident, elle peut être chronique et c'est parfois plus difficile car au fond, la première question à se poser quand votre conjoint, votre ami, votre fils, votre proche, voisin vous dit « je suis tombé malade et c'est grave ». La première question à se poser, je pense, c'est « qui suis-je par rapport à lui ?» Quand je suis tombé malade, j'ai reçu des coups de fil de gens totalement inattendus. Des gens qui, honnêtement, n'étaient pas dans mon premier ou deuxième cercle. Et il y a même une personne qui m'appelait 2 fois par jour, alors que c'était quelqu'un de distant. Qu'est-ce qu'il y avait dans ces appels ? Il y avait une volonté d'aider, il y avait une volonté de voir ce que ça fait de l'intérieur. Réfléchissons à ça. Pensez aussi que vous pouvez être le conjoint, et parfois, curieusement, celui qui est malade ou celle qui est malade va plutôt avoir besoin de son copain d'enfance. Parce qu'un copain d'enfance ou une copine d'enfance qui a vécu des choses très fortes a parfois plus d'impact dans l'amitié, dans l'affectif, que quelqu'un qu'on côtoie au quotidien, amis très proches et même famille.
Donc au fond, c'est arriver à sentir qui je suis et comment je vais pouvoir aider. Et comment pouvoir aider? D'abord, la communication, un sujet très vaste. La communication, c'est je prends mon téléphone, ah dis donc, il paraît que tu as un cancer. Voilà. Ce n'est pas très agréable quand vous recevez 51 coups de fil les 4 premiers jours, parce que ces coups de fil vont s'amenuiser très vite, et qu'il faut raconter toujours la même histoire, c'est pénible. Il faut donner une idée de la gravité, une idée du diagnostic, une idée du comment, et d'abord qu'est-ce que c'est que ce cancer. Souvent les gens ne savent pas, ce n'est pas toujours un cancer du sein qui peut facilement être compris même par un homme, ça arrive. Ça peut être un cancer plus difficile à expliquer ou une maladie grave plus difficile à expliquer, et quand le pronostic n'est pas sûr, c'est difficile de répondre. Alors quand on a la double casquette et qu'on est médecin et qu'on s'occupe de cancer tout au long de la journée, même si ce n'est pas tout à fait le même, alors raconte-moi, comment ça s'attrape, mais qu'est-ce que tu vas faire comme traitement? Tu vas en guérir? Pas en guérir? Donc au fond, la double casquette, là en l'occurrence, et c'est valable pour tous les soignants, non seulement les médecins, c'est il faut que je rassure, tout en me rassurant, tout en étant inquiet. Donc c'est un petit peu compliqué à gérer. Mais ça arrive à des gens qui ne sont pas dans le milieu soignant et qui eux-mêmes ont à faire face. Donc un texto, ça peut être très bien. J'ai appris que tu étais malade, dis-moi quand tu as besoin de moi. Une lettre, en sachant qu'il ne faut pas attendre de réponse. Une lettre, c'est un aller simple. J'ai appris que tu étais malade, j'habite à 800 km, ça fait 2 ans qu'on ne s'est pas vu, ça me ferait vraiment plaisir que tu ailles bien. Je ne sais pas du tout ce que tu as, mais je suis près de toi, et si tu veux m'appeler, appelle-moi, et quand tu iras mieux, tu me le diras, j'irai le voir. Autre forme, oui, le SMS, ça c'est formidable. Tu vas bien? Quand j'ai eu mon cancer, un de mes copains m'a dit « j'ai une petite histoire pour toi ». L'histoire du cochon et du sanglier, vous la connaissez peut-être, en tout cas je l'ai écrite dans mon livre. Alors je me dis, il va me raconter une histoire drôle. Et oui, il a raconté une histoire drôle, d'ailleurs devant ensuite tous mes collègues du boulot. Alors c'est le cochon et le sanglier à la sortie de la forêt, et le sanglier regarde le cochon avec tendresse, lui pose la main sur l'épaule du cochon, et dit « alors, t'as fini ta chimiothérapie ?» Et il l'a raconté comme ça, devant mes 7 ou 8 collègues effarés, les 2 collègues qui pleuraient, et quand j'ai annoncé mon cancer, il l'a ressorti, il a eu le courage de le faire. Eh ben, je peux vous garantir qu'un peu d'humour, c'est pas mal. C'est pas mal. J'ai un autre collègue qui m'a dit ma 4e chimiothérapie, tu vas à l'enterrement de ton dernier globule blanc, alors que tout le monde était pétrifié. Quand on est anaplasie, on a 0 défense et on a un petit peu peur. Ça fait un bien fou. Et je pense que quand on est capable de recevoir ça, il faut que quelqu'un vous connaisse bien. Certains n'ont pas l'humour dans ces moments difficiles. Et je pense que l'humour peut être une arme extraordinaire. Donc communiquer, aider, soutenir, c'est d'abord se poser la question de qui je suis, de ce que je sais et de ce que je peux dire. Ce n'est pas facile pour des soignants de soutenir quand ils ont une idée du pronostic. Mais au fond, la meilleure question à poser, c'est plutôt que de dire « j'ai trouvé une recette », ça peut être de l'amour. Je t'ai trouvé un docteur qui est beaucoup mieux que celui que tu as. C'est souvent, les gens viennent en 2e, 3e intention. J'ai entendu dire qu'il est soigné là-bas, juste à côté, il a tous les traitements, mais vous êtes le professeur Hermel, il faut absolument qu'il vous voie. Très bien, c'est de l'amour. Les gelées royales, ma voisine m'a apporté des gelées royales tous les jours. Elle est brésilienne, elle faisait un breuvage extraordinaire qu'elle m'apportait dans un pot en métal. C'était bon, hein, c'était frais. Et quand on n'a plus de lèvres et plus rien parce que tout est irrité, tout est abîmé, ça fait beaucoup de bien. Elle dit c'est ça qui va te guérir, c'est pour les chimiothérapies. Voilà, ça c'est de l'amour aussi. Et je pense que toutes ces manifestations, il faut les accepter, mais elles peuvent aussi être refusées, parce que certaines des manifestations d'infection peuvent être dangereuses. Tu ne prends pas le bon docteur, tu ne prends pas le bon traitement, je te recommande ci, je te recommande ça. Ah ça, on est abreuvé de conseils, y compris quand on est médecin. Donc, soutenir, c'est une proximité, c'est une présence, c'est de l'amour, mais c'est aussi du silence. Une des choses qui m'a le plus bouleversé, moi personnellement dans ma maladie, c'est quand une de mes collègues, qui avait été totalement silencieuse, qui n'avait pas fait signe, quand je suis revenu au bout de un peu plus de 6 mois, m'a écrit une lettre en disant « je ne savais pas que dire, je ne savais pas comment parler, mais j'étais toujours avec toi ». Et ça, je trouve que c'est extrêmement touchant. Et parfois, le silence est d'une aide absolument formidable. Alors après, la guérison peut survenir. Évidemment, je suis un privilégié. On n'est pas des héros. Il y a 350 000 nouvelles personnes en France qui ont un cancer chaque année. Beaucoup en guérissent fort heureusement, pas toujours. Certaines vivent avec pendant très longtemps. Alors guérir, oui, mais ce n'est pas si facile. Quand une femme accouche, on dit « alors t'es contente, t'as eu ton bébé !» Et le lendemain, elle est en larmes avec son bébé dans un postpartum blues parce que tout s'écroule. Quand on a pensé pendant des mois à quelque chose, quand on a préparé un examen, il y a beaucoup de gens dans cette salle, quand on a attendu un bébé, ou quand on a eu une maladie grave et qu'elle disparaît, il y a quelque chose, un vide qui se crée considérable. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie maintenant? Tout le monde se désintéresse de vous. Au début, ah là là, les coups de téléphone, l'affection, etc. Haïti, les mobilisations pour ce drame phénoménal début 2011. 2 mois plus tard, le tsunami au Japon. 3 lignes sur Haïti dans les journaux, alors que les 400 000 morts et toute leur famille étaient toujours là. Vous avez votre maladie,
plus personne ne s'intéresse à vous. Vous êtes guéri, bah, ça va, on passe à autre chose. Le voisin, il a quelque chose, t'as vu? Donc ça, c'est très difficile à vivre avec le souvenir de ce qu'on a été et le fait qu'on soit guéri. Savez-vous que chez les jeunes qui ont une maladie de Hodgkin, c'est-à-dire un cancer des ganglions, le taux de suicide est multiplié par 3 au moment où leur médecin leur dit « j'ai plus besoin de vous suivre, vous êtes certainement guéri ». Et à ce moment-là, c'est étonnant, il y a un vide qui se crée, il y a toute cette attente, toute cette concentration sur une chose, alors parfois c'est un heureux événement, toute une grossesse, un examen réussi, et le vide tombe derrière. Dans une maladie, c'est de cet ordre-là. Nous, on avance avec une cicatrice que les autres ne voient pas, et ils se complaisent à vous dire que vous êtes bien, que vous êtes guéri, que tout va bien. Et ça, il faut toujours y penser. Alors, cela étant, moi je pense que c'est une expérience formidablement riche, parce que, évidemment, j'ai eu la chance de guérir, et les patients ne peuvent pas tous dire ça, donc c'est facile à dire quand on est sorti. Mais il y a quand même des choses qui ont été difficiles. J'ai grandi énormément, et je pense que tous les gens ont grandi, pas seulement dans un traumatisme physique, mais aussi un traumatisme psychologique. Moi, je crois réellement qu'on apprend dans ces difficultés-là, vraiment qu'on apprend beaucoup, qu'on a une certaine acceptation, ce que les musulmans disent le mektoub, c'est Dieu qui l'a voulu. Nietzsche a dit « aime ton destin ». Et moi, j'aime mon destin parce que je pense que si je n'avais pas eu cette maladie en 2004, au cœur de ma vie, alors que quand même 2 enfants étaient à la maternelle, si je me souviens bien, Solange, 2 autres n'étaient pas grands non plus, j'ai grandi dans mon métier. Alors, je ne suis pas très différent d'avant, j'ai la même tête, je suis toujours habillé pareil, mais peut-être l'écoute est différente. Et Jung a dit, on sait bien, le patient sait bien qui a souffert quand il a un thérapeute en face, qu'il soit de quelque nature que ce soit comme thérapeute, il le sent et il y a quelque chose qui se passe. Alors, dans la vie de tous les jours, moi je dis que c'est une grande chance quand on a surmonté ce genre de choses, et tout le monde surmonte ses malheurs, plus ou moins grands. Et Nietzsche a dit « tout ce qui ne tue pas rend plus fort », c'est vrai, mais après, c'est ça la renaissance, je pense qu'on peut repartir. J'ai pu écrire un livre, j'en ai écrit un deuxième, j'ai repris la musique, je fais plein d'autres choses. Et finalement, oui, c'est une renaissance, alors avec de la chance, au milieu de sa vie, il y a des gens à qui ça arrive plus tard, plus tôt. Et voilà, donc c'est ça l'expérience que je voulais partager avec vous. Mais c'est une belle expérience. Merci.